La maladie de Lyme, qu'est-ce que c'est au juste? Pourquoi cette maladie fait autant parler? On voit ça tout de suite avec un spécialiste. Avec moi sur le plateau, le professeur Éric Côme. Éric Côme, vous êtes chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Voilà, j'en bafouille. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont Urgence sanitaire, et vous publiez La maladie de Lyme, réalité ou imposture. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui avec vous. Alors, ce que je vous propose déjà, c'est qu'on démarre en donnant la définition de la maladie de Lyme. Qu'est-ce que c'est? Bah, écoutez, très brièvement, la maladie de Lyme, c'est une maladie infectieuse qui est liée à une bactérie qui est transmise par une piqûre de tique et qui s'appelle Borrelia burgdorferi, peu importe le terme. Mais voilà comment on peut définir simplement la maladie. Ça s'appelle maladie de Lyme, mais c'est pas du nom du découvreur de la maladie, hein. Non, ça s'appelle maladie de Lyme parce que les premiers cas ont été décrits aux États-Unis dans le Lyme County, donc dans le comté de Lyme, et c'est ça qui a donné son nom à la maladie. Voilà, dans le Connecticut. C'est une zoonose à vecteur. Alors, je voudrais qu'on revienne sur ces deux mots. Alors zoonose, ça veut dire maladie du monde animal, et vecteur, bah, c'est un intermédiaire entre le monde animal et le monde humain. Et là, en l'occurrence, le vecteur, c'est une tique. Alors, une tique, mais pas n'importe quelle tique. Alors, effectivement, c'est très important de préciser que c'est une tique et pas n'importe quelle tique, parce que des tiques, en fait, il y en a des centaines d'espèces différentes à travers le monde, euh, et des tiques d'intérêt médical, c'est-à-dire qui sont potentiellement responsables d'une transmission d'agents pathogènes à l'homme, il y en a en fait très très peu, une quinzaine en France, et encore probablement moins. Et parmi ces tiques, celle qui transmet la maladie de Lyme en Europe s'appelle Ixodes ricinus. Mais c'est pas la même aux États-Unis. C'est pas un bon nom, hein. Ixodes ricinus, C'est pas un très bon nom. ça évoque la ricine, qui est un poison bien connu. Alors, ces tiques, on les trouve quand, où et comment elles opèrent? On va commencer par quand. Alors quand les tiques en fait hibernent l'hiver, donc elles sont actives uniquement à partir du printemps et jusqu'à l'automne. Donc quand la réponse est globalement de avril à octobre-novembre. Où? Ou alors partout, globalement, avec des disparités géographiques quand même importantes. Par exemple, en France, les principales régions où on trouve la maladie de Lyme sont l'est de la France, la région Alsace-Lorraine, et le Massif central, principalement le Limousin. Mais en dehors de ces régions, on trouve de la maladie de Lyme partout, sauf dans les zones urbaines, en tout cas dans les zones urbaines où ne peuvent pas pénétrer trop d'animaux. Nos petites bébêtes, elles aiment pas l'altitude, hein? Non, elles n'aiment pas l'altitude, donc on dit qu'on ne trouve pas de tiques du genre Ixodes ricinus au-dessus de 1500 mètres d'altitude. Donc si on est phobique des tiques et des maladies de Lyme, on peut aller passer des... On monte très haut, au Voilà, sport exactement. d'hiver. Au-delà des Elles aiment 1000. bien les zones humides, hein, c'est ça? Oui, exact. Bon, surtout, on les trouve dans les forêts, dans les Ouais. prairies, dans les sous-bois. C'est principalement là qu'on les trouve. On a vu où, quand, comment elles piquent, nos petites bébêtes. Alors, elles ne vont pas vous poursuivre, elles ne vont pas vous courir après, elles vont vous attendre bien sagement, posées sur une feuille ou posées sur un brin, et elles vont attendre qu'un animal à sang chaud passe près d'elles. Et dès que cet animal, qui peut être un mammifère ou un homme, eh bien, elles lui sautent dessus, si je peux dire, et elles vont piquer. Voilà, quand elles ont repéré un homme à sang chaud. Voilà, c'est ça, exactement. La prévention. Bah, la prévention, elle est relativement simple, c'est-à-dire que quand on va dans des zones forestières, dans des sous-bois, se promener à la campagne, en région d'endémie, bah, quand on se promène, il faut avoir une couverture vestimentaire correcte. Si possible, il faut imprégner les vêtements avec un insecticide. Il y en a plusieurs qui y sont potentiellement efficaces. Et pour les zones découvertes, c'est-à-dire les mains, par exemple, les chevilles ou les bras, il faut appliquer ce qu'on appelle des répulsifs. Et vous avez d'ailleurs certains produits qui
font à la fois office de répulsif et d'insecticide à appliquer sur les vêtements. Donc, on a des produits efficaces sur les tiques. Ça, c'est quand vous vous baladez. Et quand vous faites un pique-nique, eh ben, vous étalez entre vous et le sol un grand tissu, et comme ça, ça vous protège d'un contact direct avec le sol et donc d'un contact avec les tiques. On dit souvent aux randonneurs qu'il faut avoir des vêtements clairs, comme ça on repère plus facilement les insectes. C'est exact. Mhm. On leur dit de porter des vêtements clairs, non pas parce que ça éloigne les tiques, mais parce que simplement ça permet de les repérer plus facilement quand elles se baladent sur vous. Est-ce qu'on doit se méfier des animaux de compagnie? Alors non, pas particulièrement. Alors il est vrai que les animaux de compagnie attirent les tiques, hein, comme les hommes et comme les autres mammifères, mais une tique, une fois qu'elle est sur l'animal, elle ne va pas vous sauter dessus. Donc elle ne passera pas de l'animal à l'homme. Donc, son chien, c'est pas un vecteur, Non, ni son chat, non, ni... non. Non. Ni le chat, ni le chien, ni les tiques qu'ils portent éventuellement ne sont des vecteurs directs d'une maladie de Lyme. C'est-à-dire la tique ne passera pas du chien à l'homme. Si on se fait piquer, on a pris toutes nos précautions, on est allé se promener dans la forêt, si on se fait piquer, qu'est-ce qu'on fait? Alors la première chose importante à signaler, c'est qu'il faut repérer la piqûre de tique le plus rapidement possible après la piqûre, si possible dans les heures qui suivent. Donc la première chose à faire, c'est d'inspecter le revêtement cutané. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se passer la main doucement comme ça sur la peau, et comme la tique, ça crée une petite boursouflure, eh bien on sentira qu'il y a quelque chose de pas normal sur votre peau. Et après, une fois que vous avez repéré la tique, il faut la décrocher. Alors, il faut la décrocher de façon intelligente, c'est-à-dire en s'efforçant de ne pas laisser les pinces buccales, les pièces buccales de la tique dans la peau. Et donc, il y a des appareils spéciaux qu'on appelle des tire-tiques et qui vous permettent de soulever la tique comme ça avec des crochets, si vous voulez, et en la tournant, on la décroche et on fait en sorte de ne pas la blesser, parce que si on la blesse, elle va régurgiter dans la plaie le contenu de son estomac, et c'est là que Ça peut être embêtant. ça peut être embêtant. Mhm. Alors, on va essayer aussi, si possible, de ne pas l'abîmer pour pouvoir la repérer, parce que ce que vous nous avez dit, c'était important, ce n'est pas toutes les tiques qui transmettent la maladie de Lyme, mais c'est une sorte de tique bien particulière. Je crois qu'il y a une application qui nous permet d'identifier les tiques. Alors effectivement, il y a maintenant des applications qu'on trouve dans beaucoup de pays. D'ailleurs, ça nous vient de nos amis québécois. Et vous envoyez une photo, vous prenez en photo la tique, vous l'envoyez sur un site et on va vous répondre quelle espèce de tique dont il s'agit, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les précautions à prendre, est-ce que vous risquez quelque chose. Voilà, c'est de cet ordre-là. Alors, on imagine qu'on s'est fait piquer, on imagine que c'est bien la tique en question qui peut transmettre la maladie de Lyme. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a plusieurs choses que l'on peut faire. La chose la plus intelligente à faire, c'est de bien regarder l'endroit où la tique a piqué pendant environ 1 mois, parce que si vous êtes infecté par une tique, et si cette tique vous a transmis la maladie de Lyme, il est très probable qu'apparaisse au niveau de la piqûre une lésion cutanée qu'on appelle un érythème migrant, qui va persister pendant plusieurs semaines et qui a des caractéristiques bien précises qui permettent de le repérer et de l'attribuer quasiment à une maladie de Lyme de façon presque certaine. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Cet érythème apparaîtra à l'endroit de la piqûre. Après, on a peut-être été piqué aussi par une autre tique qu'on n'a pas repérée et il peut apparaître aussi ailleurs parce qu'on peut avoir été piqué par plusieurs tiques le même jour. Donc, il faut s'inspecter très régulièrement la peau pour pouvoir repérer cette tache. On ne prend pas les antibiotiques immédiatement. Alors, c'est controversé. Certains proposent de prendre éventuellement un antibiotique juste après la piqûre. C'est proposé d'ailleurs par certains médecins généralistes qui ont affaire à une population un peu anxieuse par rapport aux piqûres de tiques. Mais en France, les recommandations nationales françaises ne disent pas de prendre un antibiotique après piqûre de tique. Oui, parce qu'après piqûre de tique, on n'est pas forcément sûr, déjà, que ce soit une tique qui est porteuse de la maladie Il y a de effectivement Lyme. plein Hein. d'incertitudes. Voilà. On n'est pas sûr que ce soit Mhm. la tique qui va transmettre la maladie. Ouais. Même si c'est la tique qui transmet la maladie, on n'est pas sûr qu'elle va être infectée. Ouais. Et même si la tique est infectée, on n'est pas sûr qu'elle va transmettre la Voilà, maladie. on va revenir en détail sur tout ça derrière. Donc, justement, toutes les piqûres de tique ne donnent pas la maladie de Lyme, et même si la tique en question est bien la tique incriminée. Alors, justement, on va revenir sur ces probabilités d'infection.
Alors, oui, c'est important de savoir que, par exemple, en France, selon les régions, les pourcentages de tiques infectés par la bactérie de la maladie de Lyme sont très variables d'une région à une autre. Et de toute façon, dans aucune région, vous avez 100% des tiques qui sont porteuses de la bactérie. Au pire, c'est 15% des tiques qui sont porteuses de la bactérie. Ça peut parfois être un peu plus, mais en tout cas, c'est jamais au-delà de 20% par exemple. Ça dépend énormément des régions. Donc vous avez des régions où vous avez beaucoup de tiques qui portent la maladie, puis d'autres où vous n'avez pas beaucoup de tiques qui portent la bactérie. J'avais lu que globalement en France, c'était à peu près 5% des tiques qui portaient la bactérie. En moyenne, c'est 5%, mais ça varie selon les régions de 0% ou 1% à 15-20%. Alors, sur ces 5%, on va dire, pour simplifier, de tiques qui portent la bactérie, c'est pas parce qu'on se fait piquer par une tique qui porte la bactérie qu'on va développer une forme grave. C'est quoi à peu près la proportion? Alors la proportion, c'est moins de 15%. C'est-à-dire que même si on est infecté par une bactérie, par une tique qui peut vous transmettre la bactérie parce qu'il s'agit de la fameuse tique Ixodes ricinus, même si cette tique est infectée, son pourcentage, le risque de transmission à l'homme est d'inférieur à 15%. Donc, si j'ai bien compris, le risque, c'est 15% des 5%. C'est-à-dire que globalement, sur toutes les tiques, il y en a 5% qui vont pouvoir me contaminer. Et sur ces 5%, quand on est piqué, seuls 15% vont évoluer en forme grave. En forme, même pas en forme grave, vont évoluer vers une maladie de Lyme qui le plus souvent est révélée par des formes classiques qui n'ont rien de grave. Donc ça veut dire que cette maladie dont on parle beaucoup, en fait, elle n'est pas si courante. Effectivement, elle n'est pas si courante. C'est très important à préciser parce qu'il y a plusieurs choses qui témoignent du fait que cette maladie, en tout cas, même si elle est fréquente, n'a pas, en termes de santé publique, un impact considérable. Il y a plusieurs choses qui en témoignent. Première chose, il y a des milliers de consultations pour maladie de Lyme auprès des médecins généralistes qui prouvent bien que la maladie est présente, mais il y a très peu d'hospitalisations, ce qui prouve bien que la maladie, si elle est présente, est très peu grave, puisque globalement, il y a moins de 1000 hospitalisations par an pour maladie de Lyme. Voilà. Et par ailleurs, même dans les professions qui sont très exposées à la maladie de Lyme, comme les forestiers par exemple, ou d'autres métiers de la forêt, il y a très peu de longues maladies pour Lyme, par exemple. Il y a très peu de personnes qui se déclarent des maladies de Lyme. Parmi les gens qu'on vous envoie et qui viennent vous consulter en vous disant professeur, je viens vous voir parce qu'on m'a dit que j'avais une maladie de Lyme. Combien en ont vraiment une et combien sont mal adressés finalement? Alors, on a effectivement fait cette étude dans le service, mais nos résultats rejoignent des études qui ont été faites ailleurs en France et encore plus qui ont été faites aux États-Unis dans les années 90. Donc en fait, c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps. Et en fait, le résultat de ces études est le même partout. Globalement, ça dépend évidemment des régions, mais en France, vous avez pas plus de 15% des personnes qui viennent me consulter les médecins pour une maladie de Lyme qui ont en fait vraiment une maladie de Lyme. C'est-à-dire que ces gens, ils viennent vous voir en étant persuadés qu'ils ont une maladie de Lyme et ils repartent de chez vous, vous leur dites bah non, c'est pas ça. Exactement. 85% des patients qui viennent me consulter pour maladie de Lyme repartent soit avec un autre diagnostic qui n'est pas en rapport avec la maladie de Lyme. Grave, pas grave. C'est comme pour toute maladie infectieuse et même toute maladie en général. Il y a des formes pas graves et il y a des formes potentiellement graves. Cette maladie est principalement responsable de formes cutanées qui ne sont pas graves, de formes rhumatologiques avec des problèmes articulaires qui ne sont pas graves et de formes neurologiques exceptionnellement cardiaques qui peuvent être parfois graves si elles sont négligées. Alors, si vous voulez bien, on va détailler les symptômes et puis ensuite, on va détailler les manifestations physiques au stade 1 et au stade 2, c'est-à-dire un stade un peu plus grave de la maladie. Les symptômes, globalement, de la maladie de Lyme, qu'est-ce que c'est? Alors les symptômes, ils dépendent un peu des stades, comme vous venez de dire. Alors on peut raisonner soit de façon évolutive dynamique, c'est-à-dire en fonction des stades successifs de la maladie, ou on peut raisonner en fonction des signes que peut donner la maladie en général. Donc il y a des signes cutanés, il y a des signes rhumatologiques, il y a des signes neurologiques, et puis exceptionnellement, il y a d'autres formes, par exemple cardiaques ou ophtalmologiques, mais qui sont absolument exceptionnelles.
Au stade 1, c'est quoi? Fièvre, Alors, frisson, fatigue, maux de tête, des choses comme Alors, ça? le stade 1, en fait, c'est le stade qui correspond à la piqûre, hein, et à la pénétration de la tique dans l'organisme et à la réaction cutanée qui en est la conséquence et qu'on appelle un érythème migrant, dont on a parlé tout à l'heure. Et cet érythème migrant, c'est la première manifestation de la maladie et ça peut être associé. Et donc, c'est une manifestation cutanée, limitée à la zone qui entoure la piqûre et qui peut être éventuellement associée à des signes généraux dont vous venez de parler. Parfois un peu de fièvre, de la fatigue, des maux de tête, mais c'est plutôt inconstant. Ce qui est constant, c'est la tâche. Alors, ce qui est constant, c'est la tâche. Par contre, la tâche, peut-être, on la remarque pas forcément, alors qu'on remarque qu'on a de la fièvre, des maux de tête, et c'est le problème, parce que c'est des maladies, c'est des signes qui peuvent être attribués à plein d'autres maladies. Alors, la fièvre est quand même très inhabituelle, Mhm. euh, alors que la tâche, elle, est assez constante. Alors, mais effectivement, vous avez raison de souligner que cette tâche, on ne la voit pas toujours. Alors, pourquoi on ne la voit pas toujours? D'abord, c'est une tâche qui est un peu rouge, mais parfois, elle n'est pas d'une rougeur extrême, si bien qu'il est difficile de la voir, même sur peau blanche. Et par ailleurs, des fois, elle est localisée à des endroits où vous ne pouvez pas la voir, parce que, elle est, par exemple, sur vos fesses, et vous n'allez pas vous examiner les fesses tous les jours. Et on la repère pas parce qu'elle est indolore, c'est ça? Elle est indolore, Oui. effectivement. Donc, elle peut passer Elle peut passer totalement inaperçue. Après, inaperçue. elle peut avoir une taille quand même assez considérable, de plusieurs centimètres. Donc, on peut quand même la repérer quand on fait attention. Stade 1, on a cette tâche, elle est légèrement boursouflée, elle peut Elle n'est pas très évoluer, boursouflée, mais elle est plus ou moins étendue. mais plus ou moins Voilà. étendue. Bon, est-ce que ça évolue toujours vers un stade 2? On a vu que non. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça Alors, régresse cette automatiquement? tâche, si vous dépistez la maladie à ce stade-là, il n'y a aucun problème, hein. Le malade guérit très facilement sous traitement antibiotique. Si vous ne le dépistez pas à ce stade-là, il peut évoluer. Alors, la plupart du temps, il va guérir tout seul et il n'en entendra plus jamais reparler. Simplement, il va positiver sa sérologie, qui sera le témoignage du fait qu'il a été infecté par la bactérie. Et puis, un petit pourcentage de ces patients-là vont évoluer vers d'autres stades qu'on appelle disséminés et pour lesquels on distingue les stades disséminés précoces et disséminés tardifs. Alors c'est important, hein, c'est il peut évoluer, c'est pas il va évoluer, c'est Mm. pas obligatoire, C'est il pas, peut évoluer. il peut évoluer. Voilà. Et vous avez parlé de la sérologie. La sérologie, c'est ce qui va signer véritablement la présence de la maladie, si on a un doute, hein, La présence de la maladie ou de l'infection, ou de hein, l'infection. puisqu'on peut avoir été infecté Infecté, mais pas. sans être malade. Absolument. Le stade 2, alors. Alors le stade 2, c'est ce qu'on appelle le stade disséminé précoce, hein, c'est les 6 mois qui suivent la piqûre. Et Donc, si c'est les 6 mois, excusez-moi, je vous arrête parce que c'est important. Si c'est les 6 mois qui suivent la piqûre, ça veut dire qu'il va y avoir un pic d'infection en fonction justement de l'hibernation des tiques. alors effectivement, ça n'apparaît pas tout de suite. Donc mettons que vous êtes piqué à début de la saison des tiques, vous êtes piqué en avril, vous allez faire des signes à partir du mois d'août, par exemple, de juillet, août, septembre. Et c'est là que vous allez rentrer à l'hôpital. Donc les malades qui consultent pour des signes cutanés du stade 1 consultent plutôt tôt dans la saison estivale, entre guillemets, et les malades qui consultent pour des formes un peu plus sévères sont hospitalisés plus tard dans la saison euh, pour, pour ces manifestations. Alors, il y a des atteintes neurologiques dans 50% des cas, hein, Oui, graves, c'est il y a ça? des atteintes rhumatologiques et neurologiques, c'est les deux plus fréquentes. Les atteintes rhumatologiques sont plus fréquentes aux États-Unis qu'en France, alors que les manifestations neurologiques sont plus fréquentes en France qu'aux États-Unis. Mhm. Et il y a des atteintes cardiaques très rares. Il y a des atteintes cardiaques qui sont absolument exceptionnelles, mais qui sont décrites, dont on ne peut pas nier l'existence. Le diagnostic, alors si on se résume, parce que c'est important, hein, on a vu que c'était une maladie où il y avait beaucoup de confusion autour du diagnostic de cette maladie. Si j'ai bien compris, il y a 3 types d'arguments qui caractérisent véritablement la maladie.
Oui, On les rappelle. En maladie infectieuse, il est toujours bien d'isoler l'agent pathogène, mais malheureusement, pour la maladie de Lyme, on ne peut pas isoler l'agent pathogène pour des raisons qu'on ne va pas discuter ici, mais c'est un agent qui est difficile à trouver et à cultiver. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Dans ces cas-là, le diagnostic repose sur un faisceau d'arguments. Et dans le faisceau d'arguments, il y a 3 choses principales. Le premier argument, c'est épidémiologique, c'est-à-dire vous devez quand même avoir été exposé aux piqûres de tiques dans votre jardin, lors d'une balade en forêt, en région d'endémie, pendant la période de transmission. Faut ces 3. Deuxièmement, il faut avoir des manifestations cliniques qui sont compatibles évidemment avec la maladie de Lyme, c'est-à-dire les manifestations dont on a parlé tout à l'heure, cutanées, rhumatologiques, cardiaques ou neurologiques. Et puis troisièmement, il faut avoir une sérologie positive, tout en sachant qu'il y a un piège, mais dont tout le monde est au courant, c'est-à-dire que la sérologie ne va pas se positiver avant, disons, 6 semaines pour être large, après la piqûre de tique. Très rapidement, le traitement. Le traitement, on peut être très rapide parce qu'en fait, il est très facile. Il y a 3 classes d'antibiotiques qui marchent et en fait, on utilise principalement 2 classes d'antibiotiques, voire même de plus en plus un seul antibiotique qui est la doxycycline. Et les autres antibiotiques, il y a un antibiotique qu'on peut donner par voie intraveineuse ou par voie intramusculaire qui s'appelle la ceftriaxone. Mais globalement, entre la ceftriaxone et la doxycycline, on traite 100% des malades. 100% des malades, c'est important, y compris sur les formes graves. Alors, parler de forme grave, il n'y a pas de forme qui engage le pronostic vital. Oui. Il n'y a pas de mort de la maladie de Lyme. On ne parle pas du Covid. Donc, les formes de la maladie de Lyme potentiellement mortelles sont absolument exceptionnelles. C'est les atteintes cardiaques qui sont rarissimes. Il faudrait encore qu'elles soient mal prises en charge pour décéder. Donc, je pense qu'il faut vraiment rassurer les gens et leur dire que les formes graves de la maladie de Lyme, si elles existent, sont absolument exceptionnel, à tel point, c'est que moi, personnellement, je n'en ai jamais vu en 30 ans d'expérience. Absolument. Donc, dans tous les cas, le traitement par antibiotique fonctionne. Le traitement par antibiotique fonctionne, quel que soit le stade de la maladie, même dans les stades tardifs. Est-ce qu'il y a des vaccins Alors, actuellement, non. Il n'y a pas de vaccin, mais il y a quelques recherches sur des vaccins, et notamment, il y a 1 ou 2 vaccins, surtout un qui sera probablement commercialisé dans les années qui viennent, si on confirme son efficacité par les essais cliniques. Société française, c'est Valneva. C'est une société française. Voilà. La sérothérapie, ça existe? Alors la sérothérapie existe, c'est tout simplement administrer des anticorps avant pour éviter la maladie. Ça existe, mais pas en France. Voilà, donc on ne vous la proposera pas. Et même aux États-Unis, elle a été l'objet de recherche, mais elle n'est pas rentrée en pratique courante, sauf erreur de ma part. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas nécessaire. On donne un antibiotique et ça se calme. Voilà, exactement. Et puis par ailleurs, comme on l'a vu tout à l'heure, non seulement toutes les tiques ne transmettent pas la maladie, mais en plus elles ne sont pas toutes infectées. Alors on arrive bientôt au terme de cette émission. C'est important de consacrer un peu de temps sur les polémiques. Pourquoi autant de passion et d'incompréhension autour de cette maladie? Parce que là, on va se prendre des volets de bois vert sur les réseaux sociaux, j'en suis sûr, avec cette émission. Pourquoi? J'en suis navré que ça débouche sur ces problèmes-là, et je suis le premier à le regretter. Pourquoi? Écoutez, je ne sais pas, à dire vrai, parce que c'est un phénomène qui est très connu, en fait, qui a été reconnu aux États-Unis, c'est-à-dire le phénomène de surdiagnostic et de surtraitement de la maladie de Lyme, c'est-à-dire attribuer à tout problème la maladie de Lyme et la traiter comme telle. Ça, c'est un problème qui a été reconnu aux États-Unis dans les années 90, c'est-à-dire il y a 30 ans quasiment. Donc, c'est un phénomène qui a été très bien décortiqué par les Américains. Et pourquoi ce phénomène arrive en France maintenant? Enfin en tout cas depuis une dizaine d'années, je suis incapable de vous le dire. Je pense que, enfin si, j'ai des explications d'ailleurs que je discute dans le livre, mais je pense qu'il y a un vrai problème de formation des médecins à la prise en charge de ces malades qui sont difficiles effectivement, mais pour autant, c'est pas parce qu'ils sont difficiles qu'il faut leur mettre dessus l'étiquette maladie de Lyme et puis les laisser tomber avec cette étiquette. Donc en fait, si j'ai bien compris ce que vous dites, il y a un surdiagnostic de la maladie de Lyme. Il y a des tas de gens à qui on dit vous avez la maladie de Lyme, ils ne l'ont pas. Ça débouche sur une errance médicale parce qu'ils prennent des traitements qui ne sont pas efficaces, bien évidemment, puisque c'est des traitements pour la maladie de Lyme et eux, ils ne l'ont pas, donc ça ne marche pas sur eux. Et ces gens-là qui sont en errance médicale, ils sont aussi la proie de charlatans parfois. C'est un peu aussi une des raisons pour laquelle j'ai écrit ce livre, parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait une véritable errance diagnostique, il y avait une errance thérapeutique. J'ai même vu des malades qui se sont retrouvés quasiment ruinés
parce qu'ils allaient se traiter en Allemagne à des prix prohibitifs, dans des cliniques privées, avec des méthodes comme l'ozone, par exemple, enfin, vous voyez, des choses dont on n'a jamais entendu parler, et avec un coût certain et une inefficacité certaine, et malheureusement, pour eux, un prix à payer en termes d'effets indésirables de médicaments inutiles, en termes de maladies non diagnostiquées, donc en termes de maladies non prises en charge, et donc parfois, ça peut déboucher sur la mort, mais pas de la maladie de Lyme, la mort de maladies non diagnostiquées, de maladies non prises en charge. Et il y a un effet pervers aussi, c'est-à-dire qu'on a parlé de surdiagnostic, mais il y a aussi un sous-diagnostic. Il y a des gens qui veulent, qui croient plus en fait aux antibiotiques, à l'efficacité des antibiotiques, parce qu'ils ont entendu justement tous ces malades en errance qui leur disent, bah, de toute façon, moi j'ai la maladie de Lyme, mais on n'arrive pas à me traiter. Ouais. Alors effectivement, j'ai été confronté à ça une fois. Je l'ai vu j'en parle dans le livre. Effectivement, une malade que j'avais vue pour ça et qui m'a dit je veux pas me traiter parce que le traitement antibiotique marche pas. C'est faux. Le traitement antibiotique marche très bien. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Si on a vraiment un message à marteler, c'est que la maladie de Lyme, c'est une maladie qui a des caractéristiques précises, qu'elle est identifiable notamment par la sérologie et qui a un traitement qui fonctionne, y compris sur les stades 2, et que donc il faut s'adresser à des spécialistes de la maladie de Lyme. Exactement, et rassurer les personnes qui nous écoutent. Voilà, bah écoutez, merci professeur Combe pour ce point Merci. rigoureux, scientifique sur Lyme, mais qui va déranger beaucoup de gens et qui va nous attirer les foudres sur les réseaux. Mais c'est pas grave, hein, c'est important de rétablir les vérités scientifiques. Je rappelle que vous êtes chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, auteur de plusieurs ouvrages dont Urgence sanitaire et auteur de cet ouvrage La maladie de Lyme, réalité ou imposture, que vous venez de publier et dont vous êtes venu nous parler. Merci beaucoup. À très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. Et d'ici là, portez-vous bien.